À ne pas manquer. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-André Aboni. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va découvrir ensemble l'exposition Vie transformée présentée au Musée canadien de la guerre. Je vais aussi m'entretenir avec le sculpteur Bastien Martel en direct du MIFO. Il nous présentera son exposition qui s'en vient, mais aussi il nous parlera de son travail. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi l'auteur Charles-Étienne Ferland qui a écrit le roman Métamorphose. Mais Charles-Étienne n'est pas seulement un auteur, il porte plusieurs chapeaux et je ne sais pas comment il fait. Il est auteur, il est comédien, il est musicien, il est aussi biologiste. Et pour la première question, là, c'est de demander comment tu joues entre tous ces chapeaux-là. C'est quoi le lien conducteur même déjà? Le lien conducteur, j'ai l'impression que c'est raconter des histoires avec vraiment beaucoup de personnes. Parce que si j'ai beaucoup de chapeaux, c'est seulement parce que je travaille avec tout plein de gens ultra patients et talentueux et passionnés, sans qui je pourrais pas faire la moitié de tout ce que je fais. Je pense que tu es biologiste et puis on peut le voir un peu derrière toi, là, il y a des affaires qui font référence à ton travail. Alors, dis-moi, c'est quoi le lien entre la biologie et aussi ton rôle d'écrivain, d'auteur? Le lien entre la biologie et mon rôle d'auteur, je pense qu'on peut en faire plein. Je crois que la biologie a un grand rôle dans les histoires que je raconte, surtout Dévoré et Métamorphose, parce que je suis parti de ce qui m'était connu, donc les insectes, pour finalement créer un univers post-apocalyptique. Ensuite, je veux dire, la biologie est présente dans généralement tous les projets que je fais, qu'ils soient... mes collaborations avec le Musée d'histoire naturelle du Danemark en ce moment, ou bien les histoires que j'écris, ou même la musique que je compose, parfois réfère à certains insectes, à certains comportements, à des stades de vie, à des façons de se développer. OK. Dévoré, là, on en a parlé, je pense, il y a une année en arrière, en 2021, à la même période. Tu mentionnais quelque chose comme tu l'as dit, là, c'était un peu dis-moi le terme. Apocalyptique. J'ai du mal avec ce mot-là. OK, bon, OK. Pourquoi tu es arrivé à ce point-là? Est-ce que c'est parce que tu as observé un insecte en particulier, puis tu t'es dit, OK, je vais écrire dessus, ou ça t'est venu juste comme ça, en étant assis? Ça ferait une bonne histoire. Ça ferait une bonne histoire de choisir un insecte, mais pour tout te dire, en fait, j'ai commencé à écrire Dévoré en 2013, à peu près, Dévoré et Métamorphose en 2013. 2013? Alors que, ouais, j'étais un grand fan de Walking Dead à ce moment-là, The Last of Us, Je suis une légende, c'était des livres, des œuvres, des jeux vidéo qui m'inspiraient beaucoup. Et puis, j'avais simplement besoin d'un coupable. Je cherchais un coupable, je cherchais le grand méchant, et j'ai choisi les guêpes parce que, en général, les gens les aiment pas beaucoup. Ça tourne autour de nous pendant un pique-nique. On n'aime pas ça, ça pique, ça fait peur. Donc, je suis allé jouer un petit peu sur l'élément de peur qui existait déjà dans l'imaginaire collectif pour l'ajouter à une fiction qui aurait pu utiliser autre chose qu'un insecte, mais c'était sécurisant pour moi parce que j'avais jamais vraiment écrit de longues histoires auparavant. J'avais écrit de la nouvelle, donc des courtes histoires, mais j'avais pas vraiment de formation comme auteur, outre quelques ateliers d'écriture. Et puis c'était partir du connu, partir de quelque chose que je connaissais. Donc, c'est comme ça que les insectes ont fait leur apparition dans Dévoré. OK, bon, les guêpes, là, dis-moi juste pour nous rassurer, là, la manière dont tu les présentes dans Dévoré, là, c'est pas des choses qui peuvent arriver, des grosses guêpes comme ça. Non, on pense pas que ça peut arriver. Non. Ça c'est... En fait, les insectes géants, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé il y a 350 millions d'années. On parle des ères géologiques du Carbonifère, lorsque le taux d'oxygène dans l'atmosphère était grandement supérieur à ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, à cause de la façon dont les insectes respirent, leur taille est limitée
par le teneur en oxygène dans l'atmosphère. Donc, les insectes, des gros insectes, s'il y en avait à exister, ils ont déjà existé. Donc, ils n'existeront plus, là, c'est terminé. Ils n'existeront, à moins que quelque chose Non. Mais on parle de millions d'années. Définitivement, on ne veut pas entendre ça, là. Écoute, je vais te garder Pas avec... de notre vivant. Pas de notre vivant, en tout cas. Je vais te garder avec moi parce qu'après la pause, là, j'ai mentionné tous les différents chapeaux que tu portes. Là, on va essayer de taper un tout petit peu sur chacun d'eux pour savoir qu'est-ce que tu nous prépares. Mais entre-temps, je vais inviter les gens qui nous regardent en ce moment-là à aller au www.interligne.ca pour avoir accès à Dévorer, mais aussi à Métamorphose, dont on va parler après la pause, parce que Métamorphose, c'est vraiment un lien direct avec le roman Dévoré. Alors, je vous garde avec moi. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir nos croix de chemin, témoins du patrimoine religieux et culturel franco-ontarien, ainsi que la magnifique église et le presbytère château de Très Sainte Trinité de Raclune, deux joyaux du patrimoine religieux franco-ontarien. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À l'émission de cette semaine, on rencontre M. Gérald Côté, un conteur et chanteur qui nous vient de la Chute à Blondeau. Donc, j'espère que vous serez des nôtres pour l'émission. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma discussion avec l'auteur Charles-Étienne Ferland. Et comme vous le savez, je l'ai dit à l'entame de l'émission, il est auteur, comédien, musicien et biologiste. Et je pense que c'est son domaine en biologie qui l'a amené à écrire le premier roman, Dévoré, qui est apparu en 2018, et Métamorphose en 2020. Paraît-il que Métamorphose est une suite de Dévorer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le contexte de qu'est-ce qui se passe un an après dans Métamorphose? Oui, bien sûr. Tandis que dans Dévoré, Jack survit de Montréal avec ses colocs. Dans Métamorphose, il a décidé de prendre la route pour Main-Duck Island. Main-Duck Island, qui est une île au large de Kingston, en Ontario, et qui serait, dit-on, un endroit sécuritaire où est-ce qu'on peut se réfugier à l'abri des insectes. Il faut savoir que les insectes de Dévoré, lorsqu'ils ont émergé, ils se nourrissaient de toutes les cultures agricoles disponibles à travers la planète. Et ensuite, quand il n'y avait presque plus rien à manger, ils se sont tournés vers l'humain. Or, Main-Duck Island est une toute petite île qui existe vraiment, qui appartient à Parc Canada et qui fait 2 km² en termes de grosseur. Et il n'y avait aucune activité agricole pratiquée sur l'île et aucun habitant. Donc, les insectes n'auraient donc pas eu d'intérêt à aller là. Alors, Jack se dit que sa famille qui a contacté pour la dernière fois durant l'infestation et qui était réfugiée sur un voilier proche de l'île, se serait probablement réfugié à cet endroit-là. Donc, il va les retrouver, il part à leur recherche. C'est beaucoup, je dirais, beaucoup d'imagination, de créativité, d'énergie aussi pour écrire une histoire comme ça, un peu dans le genre Walking Dead, là, comme tu l'as mentionné. Puis, tu parlais d'avoir travaillé dessus depuis 2013. Le premier roman est paru en 2018, donc c'est 5 ans après. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et il y a même des livres sur lesquels je travaille en ce moment que j'avais commencé à imaginer avant Dévorer. Je pense à un livre
que j'ai commencé en 2011. Le titre de travail, c'est La dernière hydronaute. Et ça, c'est un livre que je suis en train de travailler avec Jean-Louis Trudel. Et ça va être une autre épopée de fantastique science-fiction, mais cette fois-ci qui n'a rien à voir avec les insectes. Donc, ça me fait pas peur de travailler un projet à long terme. C'est bien dit ça. Mais la science-fiction, on va dire que ça, c'est ton domaine. Tu aimes bien mieux la science-fiction? Oui et non. Parce que je travaille aussi sur une pièce de théâtre qui est complètement réaliste. Il n'y a aucun élément de fiction. Je veux raconter des histoires qui nous arrivent dans notre quotidien à nous, et qui sont non seulement plausibles, mais possibles et qui sont peut-être arrivées, basées sur des éléments du réel. Donc, je veux pas seulement peut-être être associé à la fiction. J'aime raconter des histoires auxquelles les gens peuvent s'identifier. Et si je veux faire ça, je crois qu'il faut que j'écrive aussi des univers du monde dans lequel on vit. Et je pense que tu as une bonne capacité à t'adapter là, peu importe le lieu ou en tout cas le domaine dans lequel tu te trouves. Et puis quand on parle d'adaptabilité, là, ça me fait penser au livre audio Métamorphose. Moi, j'ai pensé que, OK, c'est juste un résumé, mais quand je vois le nombre d'heures que ça fait, le livre audio, ça fait 5 heures, quelque chose comme ça. Est-ce que ça t'a demandé plus de travail pour faire, je vais dire, pour mettre tout ça là sur audio? En fait, j'ai plus eu un rôle de révision sur le livre audio. Le livre audio a été réalisé grâce au soutien d'Ontario Créatif et du prix Trillium. Donc, Métamorphose, en 2021, était finaliste au prix Trillium, ce qui a libéré un budget pour réaliser le livre audio. Et voilà, c'est Laurence Latreille qui prête sa voix, Laurence qui est comédienne, qui prête sa voix à Métamorphose pour ce livre-là. OK. Métamorphose, il y a plusieurs acteurs, plusieurs acteurs principaux, on va dire. Il y a Jacques, il y a des membres de sa famille et tout ça. Est-ce qu'elle fait toutes les voix en même temps? Elle fait toutes les voix, c'est ça. Wow. OK. OK. Et elle fait un excellent travail. Tu lui diras que l'équipe d'Entre nous a envie de lui faire un petit allô un de ces jours à l'émission, juste savoir comment on travaille en changeant ses voix sur une œuvre comme ça. Écoute, tu as parlé de ta nomination comme finaliste au prix Trillium. Comment tu l'as reçue? Parce que, veux pas, ton œuvre est sortie pendant la pandémie et puis on sait que c'était assez difficile dans le monde de l'art. C'était une grande surprise. Quand tu écris un livre, tu penses jamais, enfin, dans mon cas, à qu'est-ce qui va se passer après. Tu as écrit une histoire, tu la livres à l'éditeur qui ensuite a le mandat de la distribuer finalement. Et faire tellement plus que ça. Le rôle de l'éditeur, pour moi, c'est très précieux. Je ne veux pas le réduire à seulement la distribution. Mais quand on reçoit une nomination comme ça, je veux dire, c'est un grand témoignage d'appréciation. Et ça fait qu'on est vraiment reconnaissant pour l'accueil que le livre a eu quand on pense à tout le parcours du livre pour se rendre jusqu'au lecteur. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont aimé pour plusieurs raisons et c'est encourageant. Parce que écrire, être auteur, c'est un travail quand même assez solitaire. Et qui demande beaucoup de temps passé tout seul avec son ordinateur. Et c'est des événements comme ça qui nous connectent avec les gens, avec les lecteurs, lectrices. Puis je pense que c'est précieux. Félicitations, sincèrement, félicitations. On t'envoie plein de bonnes ondes là pour que tu aies encore plus de succès. On va parler d'un autre volet, je vais dire un autre domaine dans lequel tu travailles, c'est Microcosme, ça s'appelle. C'est ton premier album, ton premier album que tu as lancé, c'est un premier album solo que tu fais avec le piano. Enfin, comment tu arrives à ça? C'est ça que je veux poser comme question déjà. J'ai appris le piano de manière autodidacte à partir de l'âge de 15 ans. Et j'ai appris le piano en imaginant mes propres pièces. J'aimais, créer, imaginer des nouvelles mélodies. Je reproduisais aussi des sons que j'entendais dans la musique que j'aime. Et c'est un petit peu comme ça que j'ai appris, à force d'imaginer. Mais quand je jouais une chanson, quand je jouais une pièce, dans ma tête, je racontais une histoire. Et ça, finalement, c'est pas si loin de l'écriture parce qu'on passe un message, on évoque des émotions, des sentiments. Et je crois que ça, c'est le pont entre mes projets.
C'est le désir de raconter, le désir de créer. Et Microcosme, c'est finalement des pièces que j'ai écrites depuis les 15 dernières années, que j'ai mis ensemble finalement. Un de mes bons amis du secondaire, Alexis Garceau, a lancé sa maison de production, les productions Microphone. Et je lui ai parlé du projet. J'ai dit, Alexis, j'ai quelque chose et j'ai envie de le raconter, j'ai envie de le partager. Donc, on s'est rencontrés, on a trouvé un studio et honnêtement, il a tout fait. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est raconter mes histoires au piano. Et sans Alexis, je ne serais pas avec de lancer Microcosme. Alexis, à lui aussi, on veut lui envoyer des salutations. Merci parce qu'il t'a accompagné à faire ce très beau travail-là. Je vois que tu t'inspires de deux artistes, Alexandra Streliski, que je ne connaissais pas, et Jean-Michel Blais. Je pense que j'en ai entendu parler de M. Blais à l'une des chroniques de musique qu'on fait à l'émission. Mais ces deux personnes-là, quand tu regardes leur art, tu te rends compte que, un peu comme toi, tu l'as dit, ils racontent des histoires. M. Blais, je pense que c'est un peu assez doux, mais contrairement à Alexandra, elle est beaucoup plus dans la force. Les deux ont des styles très différents, mais leur album, je veux dire, Inscape pour Alexandra Streliski, Obad pour Jean-Michel Blais, c'est deux piliers dans ce que j'écoute en ce moment. C'est très inspirant. Et leur parcours aussi, le fait que, tu sais, au Canada, on peut créer des albums instrumentaux et intéressés, aller rejoindre les gens, même sans parole. Ça veut dire qu'il faut que la musique à elle-même soit assez forte pour transmettre quelque chose. Et ils m'ont montré que c'était possible. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? J'avais envie d'essayer. Donc, j'ai réfléchi qui peut m'aider à réaliser ce fou projet-là, que d'enregistrer un album avec mes compositions de piano. Et puis j'ai été très chanceux. J'ai trouvé. Et dans un mois, je vous présente Microcosme. OK. Bon, dans un mois, tu nous présenteras Microcosme en exclusivité. Tu pourrais bien revenir sur l'émission pour nous en parler davantage et parler de tes autres projets parce que malheureusement, il nous manque de temps. On n'a plus de temps. On vient de terminer avec toi notre entrevue. Je te souhaite plein de succès pour la suite. Et puis, oublie pas que tu peux revenir encore pour venir parler de ton album, de cette chanson. Avec plaisir. Merci beaucoup, Claude-André. Merci à toi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir accès à toute l'actualité de Charles-Étienne Ferland, ça sera au www.charles-étienne-ferland.com. Mais pour pouvoir se procurer ses ouvrages, ça sera au www.interligne.ca. On va faire une pause et juste après la pause, on vous envoie en direct au MIFO pour parler avec un sculpteur, M. Bastien Martel. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Criss-cross, je passe la tondeuse dans les marches, c'est les chic-chocs dans mes idées, mes démarches. Tu cries allô, 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 allô. Le répondeur est long, je radote ta journée longe comme un tableau, 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 tableau de pensées vagabondes, un vrai mauvais brainstorm. Peut-être que j'attends juste le bon moment. J'ai passé mes neurones à la science pour la donne. Dans mon pays, j'ai la peau, tout le temps je l'ai. Oh yeah, si en enfer il fait chaud, moi je veux y aller. Y aller, y aller, y aller. De
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous envoie en direct au MIFO pour parler avec le sculpteur Bastien Martel, qui est dans le métier depuis 18 ans, si j'ai bien fait mes recherches. Et puis la première question que j'ai envie de vous poser en tant qu'artiste, là, c'est qu'est-ce qui vous a poussé vers la sculpture déjà pour commencer et ensuite vers le travail du métal? Eh bien, ça a commencé très longtemps. Mes parents, j'habitais dans la région de Montréal. Mon père prend un poste à Toronto. Et puis, j'avais 8 ans à ce moment-là. Et puis, comme de raison, j'étais un petit francophone dans la ville de Toronto. Ils m'inscrivent à un camp d'été pour apprendre l'anglais le plus vite possible. Dans ce camp-là, ils nous font faire une figure humaine avec du fil de fer. Donc, ça a cliqué quelque chose tout de suite à 8 ans dans ma tête, que c'est quelque chose qui m'a touché profondément. J'ai cherché pendant longtemps une façon de retourner vers le métal et la sculpture. Ça a pris plusieurs années. Ça s'est concrétisé quand j'ai rencontré le sculpteur Jean-Louis Aymon, qui m'a permis de travailler dans son atelier. On a travaillé ensemble pendant 2 ans et depuis ce temps-là, je vogue par moi-même dans le monde du métal, de l'acier et de la soudure. Est-ce que vous aviez déjà quitté, votre travail de tous les jours pour aller vraiment vous focus sur la sculpture? Malheureusement, la sculpture est très dispendieuse, donc on peut pas. C'est difficile. Je suis pas rendu à ce point-là. Je suis chanceux. Je couvre mes coûts. Je peux faire des expositions. Je peux présenter mon travail. Mon histoire se déferle tranquillement à travers les années. Mais disons, je peux dire la mi du temps, c'est la sculpture. L'autre mi du temps, c'est un travail qui me permet de couvrir les dépenses de tout ça. Je pense que c'est pas facile dans tous les domaines de se lancer par soi-même comme indépendant et puis travailler dans ce qu'on aime. Ça prend souvent un peu d'ajustement avant de se lancer officiellement. Et puis là, je vois que vous avez réussi, après avoir fait vos premiers pas, là, à faire des ventes indépendantes. Comment ça s'est passé pour les premières ventes? Et c'est quoi que vous avez vendu aux gens? Les premières ventes, c'est toujours la famille et les amis. Hein. Au début, on commence, on fait des petites pièces plus abordables, comme de raison, plus approchables. Donc, la famille, les amis, éventuellement, en rencontrant d'autres artistes, on fait des contacts, on aboutit à faire des expositions en galerie. Les premières galeries commerciales sont venues assez tôt pour moi à cause de mes amitiés avec des sculpteurs dans la région de Montréal. Mais avec les années, le travail d'artiste, c'est vraiment 80% du temps, on soumet. On soumet notre travail, on fait des contacts, du networking, on essaie de parler avec d'autres artistes, rencontrer tout le monde qui a un intérêt dans les arts visuels et tout le monde en général. Je suis un artiste, c'est ce que je fais, je suis disponible et puis c'est comme ça. C'était vraiment un travail difficile de constamment soumettre. Les gens s'imaginent qu'on est dans notre studio en train de faire des œuvres d'art toute la journée. C'est pas la réalité. La réalité, c'est 2 heures dans le studio, c'est 8 heures à faire d'un contact, le site web, les blogs, les infolettres, tout ça, ça fait partie du travail. Donc, c'est très, très, très long et difficile là, comme travail, je peux dire ça. Concernant les expositions internationales, parce que vous avez été à l'international, là, j'aimerais savoir comment ça s'est passé, comment l'univers a fait concourir tout ça à votre bien. C'est des contacts. La première exposition à l'international, c'était pour l'international, pour moi, c'est des États-Unis. J'ai des pièces qui ont été achetées en France, mais les expositions comme telles, c'était aux États-Unis. Palm Springs, c'est la galerie à laquelle j'appartenais à Montréal, qui est Studio 261, qui, elle, avait un contact avec quelqu'un qui amenait les artistes vers les États-Unis, notamment Chicago, New York et Palm Springs. C'est dans ces expositions-là que mon travail a été montré à ce public-là. Est-ce que, franchement, là, je peux prendre le temps de vous dire que vous faites un excellent travail. J'avais jamais vu un sculpteur. Pour moi, la sculpture, c'est vraiment avec le bois, sincèrement. Mais après, quand je suis allée regarder le site web, là, je regarde qu'est-ce que vous faites et puis je me dis... Qu'est-ce qui peut inspirer ce monsieur-là à faire? J'ai surtout vu, vous savez, vous avez fait une forme, une tête, je pense. C'est une tête d'une personne et je trouvais ça tellement beau. Je me dis, mon Dieu, j'imagine le temps que ça a pris pour faire ça. C'est ça, le temps, toujours la question de temps. Hein? Les gens veulent savoir combien de temps que ça prend pour faire ces œuvres-là. Mais c'est vraiment, on cogite pendant des années. Hein? C'est l'exposition courante, qui est mon travail abstrait.
j'ai cogité ça pendant probablement une dizaine d'années avant d'avoir même touché les pièces. Donc, pour le portrait que vous parlez, probablement le Rodin, il y a un moment j'ai fait des portraits. J'ai fait un portrait de Georgia O'Keeffe, de Rodin, de Tamara Olympika. Je voulais faire le portrait à ma façon, à moi. C'est des artistes que je trouvais qui étaient très, très intenses dans leur travail. Et je voulais appeler ça d'Alberto Giacometti, c'est la pièce du milieu. C'est des artistes qui étaient très intenses dans leur travail. Il y avait une intensité que je voulais reproduire, cette espèce d'intensité à travers mes œuvres à moi. Et puis, pour arriver à ce point-là, je me dis, on doit travailler beaucoup, on doit se former. Vous avez parlé d'un sculpteur avec qui vous avez été en formation 2 années, mais j'ai vu que vous êtes allé faire des études d'art à Montréal, à Toronto. À ce point-là, à Montréal, Toronto, je me dis, OK, c'est dans le coin. Mais quand j'ai vu Honolulu, je me suis dit, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait faire à Hawaï. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est une opportunité qui s'est présentée. Je suis allé. Puis comme de raison, à ce moment-là, j'étais au début, mais j'ai toujours pris des cours d'art, aller dans les musées, aller voir l'art, parler à des artistes avant de m'engager moi-même. Et puis sur mon chemin, j'ai passé 6 ans dans les îles d'Hawaï. Comme de raison, il y a une académie d'art là, je ne pouvais pas m'empêcher de faire contact avec les artistes qui sont là, avec les professeurs d'art qui sont là, voir les musées d'art qui sont là. Je peux pas m'empêcher. N'importe où que je vais dans le monde, c'est mon monde à moi, donc je les cherche, je les trouve et on se rencontre et on se parle. Moi, j'ai l'impression que comme artiste, là, que ce soit un sculpteur ou peu importe l'artiste, quand on a une certaine année d'expérience, on n'a plus peur on va dire de ressortir qu'est-ce qu'on a au-dedans de nous. Comme par exemple, si vous voulez faire un portrait de quelqu'un, vous n'allez pas vous dire, OK, non, j'ai besoin que son nez soit comme ça. Je sens qu'on se laisse toujours guider. Puis ça donne la forme que ça va donner. Vous avez raison, il y a une maturité dans le travail définitivement qui se développe. L'influence du monde extérieur à notre histoire, à notre déferlement de notre histoire, n'a plus d'impact. L'impact est très minimisé, là. Même la critique, c'est très minimisé. Donc, même cette série-là que j'ai faite d'abstraction, il y avait même des gens qui disaient « Pourquoi vous faites de l'abstraction? Ce n'est plus à la mode. » J'ai dit « Ben, j'ai pas le choix. Je suis mon chemin à moi, je déferle mon histoire à moi. » Donc, c'est un moment d'abstraction. Ça ne veut pas dire que je vais rester là. C'est un moment... pour moi, c'est arrivé, cette exposition-là, il y a 2 ans. Ça faisait peut-être une dizaine d'années que je pensais comment que je peux faire pour faire une abstraction, une sculpture rapide, avec une décharge émotionnelle rapide. Et puis, finalement, j'ai trouvé ce chemin-là avec les petites pièces de métal qui me permettent de faire un jet rapide, comme une décharge émotionnelle. J'avais besoin de ça à ce moment-là. La pandémie a comme fait un déclic de ça parce que les autres sculptures que je fais, c'est plus long. Je faisais les chapeaux melons, les portraits, tout ça, c'est plus long. Il y a un long moment de fabrication. Pour l'abstraction, je voulais quelque chose de très rapide qui me permette de me libérer. Une espèce de remise à point de où je suis rendu dans le déferlement de mon histoire pour pouvoir repartir vers d'autres choses. Je vais vous garder... C'est le résultat. Je vais vous garder avec moi, M. Martel, parce que quand vous parlez de décharge émotionnelle, là, c'est ça même le cœur de votre exposition que vous allez présenter au MIFO qui s'appelle « Au pôle de l'abstraction, de l'expressionnisme au minimalisme ». Et puis, on va en parler après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas. C'est à moi, loin du refuge des autres. Je m'abandonne à la folie et les mots se chevauchent pour redessiner l'infini. J'avance pas à pas
Je laisse ma voix s'envoler beaucoup plus haut. Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas et perdu mon temps à douter de moi? Pourquoi j'ai tellement fait les 100 pas? Les 100 pas, les 100 pas, les 100 pas. Et perdu mon temps en faisant chaque fois. Les mois après les pas, plus haut à chaque fois. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rojas, je continue ma discussion avec le sculpteur Bastien Martel qui nous donne des leçons de vie en même temps. Et puis, la question que j'ai envie de vous poser avant qu'on parle de votre exposition au MIFO, là, c'est de savoir comment sculpter peut bâtir son caractère. Qu'est-ce que ça vous a appris? Oh là là, c'est une question, ça. Je crois qu'on apprend à se connaître. C'est vraiment c'est apprendre à se connaître soi-même. C'est ça la difficulté dans une vie, c'est d'apprendre à se connaître nous-mêmes. Mon travail à moi, c'est toujours les gens me demandent un peu le pourquoi, les choses comme ça. C'est pas évident au début. C'est comme c'est vraiment une histoire qui se déferle en dedans de nous et puis ça sort dans un mode d'art visuel. Et puis, la signification n'est pas toujours claire, le pourquoi. Donc, mon travail à moi, c'est vraiment de laisser surgir les images et le travail sans trop vouloir faire d'interprétation. Alors, on en fait un peu pour satisfaire les gens, donner un petit peu des lignes directrices de où on allait. Mais j'aime pas définir parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on va comprendre plus tard en rétrospection. Donc, vraiment, si on fait pas attention puis on veut tout de suite donner une définition au travail qu'on fait, on risque de biaiser le message. Donc, c'est mieux de laisser surgir les choses comme elles viennent. Et par après, on fait une réflexion. Puis des fois, c'est les autres qui nous apportent les réflexions, qui sont pas claires à nous nécessairement. Donc, c'est pour ça qu'on rencontre d'autres artistes, des gens qui ont intéressé d'art, puis ils nous reflètent des choses, puis on dit « Ah bon, ben peut-être que oui. Peut-être que ce que vous venez de me dire, c'est ça. Moi, je le voyais pas comme ça à ce moment-ci. Mais avec le temps, les choses. Je pense que c'est vraiment apprendre à se connaître soi-même. C'est ce qui est plaisant du travail. Fait que le travail, quand il se fait lui-même, on est dans notre zone, le temps est arrêté, la planète tourne plus, on est dans notre studio, puis on voit pas rien. Ouais. Faut ça que je dise à mon époux. Je dis à mon époux, si tu veux que je sorte du studio, il faut que tu fermes les lumières ou quelque chose, parce que moi, j'ai aucune idée quelle heure il est. J'ai aucune idée quelle heure il est, j'ai aucune idée où ce que je suis parti dans mon monde. Ce qui aide, c'est qu'il y a une fatigue à un moment donné. On fait des heures et des heures et des heures, puis la fatigue physique commence à nous dire « Oh, il faudrait peut-être que tu arrêtes là, parce que là, tu n'as plus l'énergie pour continuer. » Mais nous, dans notre tête, il n'y a pas de limite. Il n'y a aucune limite à passer dans le temps de création. C'est tellement beau ce que vous venez de dire là. Ça me fait penser qu'il y a une auteure qui a dit sur l'émission une fois qu'elle ne contrôle rien en fait. Elle est juste un canal pour faire passer des messages. J'ai trouvé ça tellement beau parce qu'elle dit qu'elle n'imagine jamais les acteurs principaux de ses ouvrages. Ça lui vient comme ça et puis elle fait juste suivre le mouvement. En tout cas, l'exposition au MIFO là, ça s'appelle Au pôle de l'abstraction, de l'expressionniste au minimaliste. Puis les gens pourront avoir accès à ça, je pense, à partir même de demain, pardon. Et puis, j'aimerais savoir, quand on parle de décharge émotionnelle que vous avez déposée dans chacune des œuvres qui se trouvent dans la galerie du MIFO, c'est quoi comme émotion? Oh, c'est vraiment une liberté. Quand le travail que j'ai fait, cette espèce de geste, d'expression gestuelle, c'est vraiment une liberté. On fait juste relâcher le sentiment qu'on a à ce moment-là. Je peux pas dire c'est quoi l'émotion, heureux, pas heureux, choses comme ça. C'est pas vraiment à ce niveau-là. C'est plus au niveau de je n'ai pas à réfléchir aux gestes que je fais juste le faire sans y penser. Donc, c'est pas on n'est pas dans une chose d'émotion positive, négative ou de choses comme ça. C'est vraiment la liberté d'être à ce moment-là rapidement. Donc, mon travail m'a permis ce travail-là m'a permis de le faire parce que quand c'est trop long, on peut perdre le fil de cette énergie-là. Donc, je voulais vraiment avoir un travail qui était rapide,
gestuelle, qui était vraiment... il y avait une partie de hasard dans ça. On appelle ça un chaos contrôlé, là, pour arriver à cette espèce de pièce-là. Le penchant que j'ai fait aussi, par contre, c'est pour ça que c'est au pôle de l'abstraction. J'ai fait des pièces minimalistes qui, eux, sont complètement intellectuelles. Il n'y a pas de côté émotionnel à faire une pièce avec des carrés ou des formes géométriques pour moi, parce que j'ai utilisé le code binaire. Donc, si vous regardez les pièces qui sont plus géométriques, c'est du code binaire. Donc, chaque ligne est une lettre. Donc, j'ai utilisé des lettres pour faire des mots. Fait que j'ai pris les mots. Dans le cas de la pièce en arrière de moi, il y a une pièce qui s'appelle Riopelle, parce que Jean-Paul Riopelle est une de mes inspirations. C'était un artiste qui faisait de l'abstraction en peinture. Et puis, je voulais l'honorer en utilisant son mot. Et puis, ça donne une pièce complètement intellectuelle, minimaliste. Et puis, c'était ça le but de l'abstraction minimaliste, c'était de s'éloigner, justement, que ce soit l'artiste qui soit dans la pièce et que ça devienne quelque chose qui n'a pas d'émotion autant que l'expression gestuelle comme ça. Il va nous rester 2 minutes. Là, on a envie de savoir, c'est quel genre de métal avec lequel vous travaillez? À ce moment-ci, je travaille avec l'acier. C'est de l'acier qui est soudé. Wow. Je coupe moi-même tous mes morceaux. Donc, j'achète des lanières de métal. Je prends ma meuleuse et puis je coupe les morceaux comme je veux. Donc, je me crée des palettes de couleurs, dans le fond. J'ai des bacs pleins de pièces de différentes formes. Ils sont en avant de moi. C'est vraiment c'est pareil comme une palette de couleurs pour moi. Je pige dans ça quand je travaille, je mets les pièces, je les échappe, je les lance sur une fondation d'argile et puis le résultat, c'est vraiment un jet expressif. Est-ce que ça peut arriver que vous fassiez du recyclage? J'ai fait ça au début par rapport aux questions de coût. Donc, quand je voyais du métal n'importe où, j'avais tendance à vouloir le ramasser. Mais il y a beaucoup de nettoyage à faire sur du vieux métal. Il y a de la peinture, il y a de la rouille. Maintenant, je vais juste vers du métal neuf. Et puis, à partir de ça, je coupe tout ce que j'ai besoin. Alors, on parle de vos œuvres comme des œuvres qui reflètent la légèreté et l'apesanteur. Ça, c'est une chose, mais il y a quelque chose qui, moi, est venu me chercher. Il va nous rester 1 minute et 30 secondes. C'est qu'on parle aussi de l'imagerie minimaliste. Ça, c'est quoi, concrètement, pour nous qui ne savons pas le mot? C'est qu'un œuvre minimaliste, c'est si vous... je vais bouger la caméra un petit peu, OK? C'est correct? Je vais juste essayer de voir, mais elle est en arrière de la pièce qui est juste là. À côté de moi. C'est vraiment, j'ai utilisé des carrés ou des formes rectangulaires et puis j'ai fait en code binaire. Donc, quand il n'y a pas de métal, on voit juste le mur, c'est 0. Il va nous rester 30 secondes. Quand on voit un carré, c'est 1, 0, 0, 1, 0, ça forme une lettre. Et donc, chaque rangée nous forme une lettre. Et donc, c'est ça fait un œuvre minimaliste dans le sens qu'il n'y a pas, c'est abstrait. Si on ne sait pas qu'il y a ce code binaire, on voit juste un œuvre géométrique. Puis on pense que c'est tout, mais je voulais jouer avec, donner un deuxième sens à la pièce. Bien, merci beaucoup, M. Martel. J'ai adoré parler avec vous. Je vous souhaite bon succès pour cette exposition-là. Puis on va inviter les gens à visiter le site web pour avoir plus d'informations. Au revoir. C'est moi qui vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. www.mifo.ca, c'est le site web si vous voulez avoir des informations concernant cette exposition. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers, cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et ici pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam.
pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer, tout ce qu'on peut se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit, cette romance. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, Faire avec les moyens du bord. C'est une exposition, si je ne m'abuse, au Musée canadien de la guerre qui est encore en cours. Pour avoir plus d'informations avec moi, Daniel Dezor, qui est superviseur apprentissage au Musée canadien de l'histoire et au Musée canadien de la guerre. En fait, elle a 2 chapeaux. Et aujourd'hui, elle nous parle sous le chapeau du Musée canadien de la guerre. Et on voudrait parler un peu du contexte de cette exposition, la Faire avec les moyens du bord. Absolument, bonjour. Alors, cette série, vraiment, est quelque chose qui était inspiré par plusieurs différents facteurs. Nous avons une exposition en ce moment qui s'appelle « Vie transformée, récit de la Seconde Guerre mondiale », qui est maintenant dans le Musée de la guerre, si vous voulez aller faire la visite. C'est là jusqu'à septembre. Et c'est vraiment... Ça va chercher tous les Canadiens quotidiens qui ont vraiment, leur vie ont tellement changé. Alors, comment ils ont vécu, comment ils ont pu faire leur quotidien à tous les jours. Alors, pendant la pandémie aussi, on réfléchissait tout le temps comment on peut engager notre audience, les visiteurs, sans pouvoir aller dans le musée elle-même. Alors, on s'est inspiré de ça pour dire peut-être comme on est coincé à la maison et que nous sommes en train de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a en ce moment, on peut faire des petits ateliers qui peuvent aller plus profondément à regarder des différentes c'est pas des bricolages, mais des apprentissages. Des apprentissages de comment faire nos propres vêtements, comment faire le tricot, comment prendre soin de ce que nous avons. Alors, avec tous les raccourcissements et toutes les différentes coupures, peut-être il y avait peut-être pas autant dans les supermarchés qu'on voulait ou on pouvait pas aller dans les magasins. Qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce qu'on avait à la maison? Alors, c'est ça ce qu'on a commencé la série et voilà, on a pu alors voilà, vous montrer les faire avec les moyens du bord. Le prochain, c'est cette semaine, c'est jeudi et vendredi, jeudi en anglais et vendredi en français. Et nous allons regarder les vélos. Alors là, c'est le temps, on va espérer qu'il va faire plus beau. On espère. Alors, on espère. Les vélos étaient vraiment importants, particulièrement en Europe, pour aller, il y avait pas beaucoup d'essence et avoir une voiture, c'était vraiment un luxe. Alors, les bicyclettes étaient vraiment importants. Alors là, et maintenant aussi, il y avait, je me suis rendu compte que c'est très difficile d'aller chercher une bicyclette en ce moment. Alors, il faut faire avec les moyens de bord pour aller chercher nos bicyclettes, pour les transformer en quelque chose qu'on peut utiliser. Alors, celui-là, ça s'en vient. Et alors, c'est pas juste comment est-ce qu'on peut réparer notre bicyclette ou une bicyclette peut-être on a acheté à seconde main, mais aussi, on va partager aussi les histoires des gens pendant la Seconde Guerre mondiale. On va aussi partager des objets que nous avons dans notre collection et les épreuves que les Canadiens ont surmontées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors, celui-là, ça s'en vient.
Alors, faire avec les moyens du bord, en fait, c'est une série d'ateliers. Là, maintenant, je comprends mieux. C'est une série d'ateliers qui vient en appui à l'exposition Vie transformée. Donc, on s'inspire de qu'est-ce que des gens, pas forcément les personnes du corps militaire, mais des personnes, monsieur, madame, tout le monde, comment ils ont réussi à survivre à la guerre en son temps-là. Et puis, je pense que ça entre un peu dans notre contexte actuel. Hein. On est encore, oui, on sort de la pandémie tout doucement, mais il faudrait dire qu'on parle encore de période de pandémie en ce moment-là. Exactement. Et le prochain après, ça serait aussi les jardins. Alors, en ce moment, on commence à faire des jardins, ce qui était vraiment important pendant la guerre aussi, de faire notre propre jardin parce que tout ce qui était agriculture était vraiment pour les soldats. Alors, si on pouvait faire notre propre jardin, ça, c'était vraiment important. Alors là, excusez-moi, j'ai la date. Celui-là, c'est pour le 26 mai. 26 mai. Et le 27 mai. Alors, vous pouvez vous inscrire sur notre site web. Celui-là, ça va être sur notre site web sous peu. Alors aussi, c'est aussi les histoires des petits jardins de guerre aussi. Alors, moi, j'ai une question. Cette série a commencé, si je ne m'abuse, il y a 2 ans. Vous venez de le dire, Daniel. Donc, quand ça a commencé, est-ce que les gens avaient un intérêt à participer? Oui, c'était vraiment surprenant. Alors, on a vraiment commencé quelque chose. C'était vraiment une expérience de dire, OK, si on a un artiste qui peut faire coudre des boutons ou de faire du tricot et qu'on invente un de nos historiens spécialistes du musée de la guerre et faire la fusion de ces 2 personnes et faire une démonstration, est-ce que les gens vont venir? Et finalement, oui, c'était un mélange d'intérêts, c'était une conversation et aussi avec le chat, les participants ont pu demander des questions, ont pu parler entre eux aussi, les participants et on a créé un petit communauté qu'on ne savait pas qu'on allait créer. Écoutez, Daniel, je vais vous garder avec moi. On va prendre une petite pause et juste après la pause, on va continuer de parler de ces événements-là entourant Vie transformée. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance. Comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Une voix me rappelle toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. Comme la lumière dans un phare pour que les bateaux ne s'égarent la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la série intitulée Faire avec les moyens du bord qui vient en appui à l'exposition Vie transformée présentée au Musée canadien de la guerre. Et avec moi, Daniel Dezor qui est superviseur apprentissage au Musée canadien de l'histoire et de la guerre. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, elle porte le chapeau du Musée canadien de la guerre. Et puis, on parlait des activités de Faire avec les moyens du bord. Et puis, tu mentionnais avant la pause que l'engouement des personnes, l'engouement de la communauté vous a même surpris. Et je pense à une activité, le tricot. J'ai l'impression que ça a eu du succès, ça.
Absolument. Alors, il y a des tricoteuses qui se trouvent au Terre-Neuve et elles sont comme des vedettes. Alors, elles ont vraiment refait tout un patron qui était anciennement utilisé dans cette région-là et c'était quelque chose qui était en train de mourir. Et elles ont créé un livre, ils ont recréé des patrons et elles étaient nos invités et nous avons eu 1000 personnes qui sont venues, sur notre site pour l'événement virtuel. Et il y avait des connexions, il y avait des questions. C'était vraiment quelque chose de spécial. Nous avons regardé une chaussette. Alors, comment tricoter une chaussette que nous pouvons pas faire pendant la courte période, mais on a pu montrer les patrons des pulls, des chandails qui étaient faits à la main à cette époque-là. Et nous avons eu même l'historien, elle a refait une chandail qu'elle a portée pour l'événement. Alors, nous avons eu beaucoup de chance que c'est vraiment quelque chose de spécial et nous passons beaucoup de temps à connaître nos invités, de connaître leurs forces, comment ils vont interagir avec le public pour qu'on puisse un peu montrer quelque chose dans très court temps pour inspirer les gens. Je pense que c'est très différent de juste aller chercher quelque chose sur YouTube pour le faire une chose à la fois. Mais c'est vraiment quelque chose qui met ensemble l'historique et pourquoi c'est important de garder ces traditions et comment nous pourrions les utiliser pour quelque chose comme la pandémie. J'aime bien, Danielle, que tu dises que ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit sur YouTube, parce que YouTube, souvent, c'est un peu énervant. Tu es vraiment obligé de mettre sur pause pour écouter ce que la personne dit, revenir en arrière, mais quand c'est live, on peut poser des questions en temps réel et puis ça donne plus de communication avec l'invité. Ça, c'est une très bonne idée. Alors, puisque pour le tricot, vous avez jusqu'à 1000 personnes, donc vous vous attendez à un nombre pareil pour les autres événements à venir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, nous avons dû changer nos plans un petit peu pour accommoder le monde, mais nous sommes vraiment très choués que tellement de monde veulent venir et vraiment on voit comment les gens veulent communiquer, ils veulent avoir des communautés, ils veulent participer et nous sommes vraiment très chanceux qu'il y avait tellement d'intérêt et de bonne volonté de partager entre eux aussi. Alors moi, j'ai une question par rapport à la tranche d'âge des personnes qui s'inscrivent. Est-ce que c'est des personnes aînées? Est-ce qu'il y en a de tout âge? Je veux juste savoir. Le musée de la guerre, c'est particulièrement très favorable avec les hommes. C'est quelque chose parce que c'est à cause du sujet, mais en ce moment, c'est beaucoup de femmes. Et c'est beaucoup de femmes entre les âges de 18 ans et 90. Wow. Alors, on était vraiment très surpris par les démographiques et aussi les conversations, comme j'ai dit, les connexions entre les générations. Et puis, quand on pense à l'activité du 22 avril, parce que le 21 avril, il faudrait le dire, l'affaire avec les moyens du bord, entretien d'un vélo. 21 avril, c'est en anglais. Le 22 avril, c'est en français. Le 22 avril, je pense que c'est le vendredi. Et puis, c'est une activité qui va intéresser tout âge parce que, oui, c'est vrai, moi, je ne peux pas rouler un vélo. J'ai encore peur de ça. Mais il y a beaucoup de gens qui roulent un vélo, là, de tout âge. Vous pouvez venir pour l'historique aussi. C'est pas nécessairement juste le vélo, mais aussi comment les gens prennent des vieux vélos et peuvent les réparer pour qu'ils soient neufs. Aussi, comment est-ce que le vélo a transféré la vie des gens pendant la guerre, les générations, les femmes, comment ils ont pu sortir, avoir plus de liberté. C'est vraiment quelque chose que moi, j'ai hâte de le voir et apprendre aussi. Alors, pour ces activités-là, on s'entend que c'est gratuit?
C'est gratuit, vous pouvez vous inscrire sur le site web. C'est juste à vous mettre vos noms et votre courriel et vous allez avoir un lien pour l'événement Zoom. Et puis, Daniel, toi et moi, on ne veut pas mettre de stress aux gens qui nous regardent, mais sincèrement, avec des gens qui se connectent jusqu'à 1000 personnes, il faudrait rapidement aller prendre sa place pour ne pas rester en arrière. Ça serait une bonne idée, c'est vrai, oui. Merci beaucoup et puis bonne chance là. J'espère que tout va bien fonctionner. Merci beaucoup. Bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, pour participer à toutes les activités entourant la série Faire avec les moyens du bord, vous êtes invités à visiter le www.musedelaguerre.ca. Et comme Daniel vient de le mentionner, il y a une activité que vous venez de voir à l'écran en rapport avec l'entretien d'un vélo. Le 21 avril, c'est en anglais. Le 22 avril, c'est en français. Vous pouvez aller prendre vos inscriptions au www.musedelaguerre.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va rencontrer deux magnifiques demoiselles qui ont reçu dernièrement le prix citoyen de l'Ontario. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. J'ai passé plus de temps que je devrais à essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Tous les trois qui étaient sur le pont ne savaient pas qu'un train pourrait passer aussi vite qu'il est passé, puis sans s'en apercevoir. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme vous l'avez vu durant l'émission, j'ai parlé avec le sculpteur Bastien Martel qui fait de la sculpture avec du métal. Et puis vraiment, notre discussion de tout à l'heure a été super intéressante. Vous pouvez revoir l'émission aujourd'hui à 14h, à 18h et à 22h. Et aussi, j'aimerais ça vous inviter à visiter le www.mifo.ca pour avoir plus d'informations sur ce sculpteur-là. Et pourquoi pas aller visiter cette exposition-là qui se tient en ce moment, à partir de demain, pas en ce moment, mais à partir de demain 3 mai au MIFO. Donc, www.mifo.ca, c'est le site web à visiter. Aujourd'hui, je suis habillée par Stéphanie Davis Design. Et pour avoir accès à elle, à cette magnifique dame-là qui est en train de préparer des morceaux pour la saison estivale, elle m'a dit il y aura plein de couleurs. Donc, si vous êtes intéressé, www.sdavisdesign.ca, c'est son site web pour aller rentrer en contact directement avec elle. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain à partir de 11h. Et demain, je vais parler avec Katima Louaya qui va nous faire découvrir ce qu'on appelle le iftar. Elle nous parlera de cet événement-là qui s'est super bien passé la semaine précédente. On va parler avec notre physiothérapeute Arthur Coinco et bien plus encore. On se voit demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. L'édition 2022 de la Semaine de la santé mentale favorise l'empathie. L'empathie, c'est de comprendre à quoi ressemble la vie aux autres, même si vous n'êtes pas en accord. Ça nous aide à supporter et à être connectés avec les autres, à la maison, au travail et à l'école.
TV Rogers est un fier partenaire communautaire avec l'Association canadienne pour la santé mentale en soutenant la Semaine de la santé mentale. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers, Ottawa.